Mercredi 28 septembre. Elle était là. Oui, la fille de l'autre jour était là. Et elle a assisté à mon exposé. Ce fut inespéré et catastrophique. Les ennuis ont commencé à 8 heures quand Bricard a constaté que la salle de musique était occupée. Qu'importe, vous ferez l'exposé sans piano. La salle 38 est libre. Allons-y. Docile, les 25 élèves de sa troisième B l'ont suivi. J'ai voulu discuter avec le prof. Mon exposé sans piano, ce serait comme une démonstration de natation sans piscine, comme un cours de dessin sans crayon ni pinceau. Mais il n'a rien voulu entendre. À peine arrivé, il m'a installé au bureau. Il a rejoint le fond de la classe, puis il a déclaré de loin, histoire de me mettre complètement à l'aise. Bonjour, asseyez-vous, je vous présente Pierre Desraux, un camarade de seconde qui va vous faire un exposé sur Schubert. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir prendre des notes. Bon, Pierre, c'est à vous. J'ai regardé les phrases qui semblaient s'embrouiller sur ma feuille. Puis, il n'y en avait pas tellement, pourtant. Mais déjà, elles formaient un puzzle. C'était comme dans les chiffres et les lettres, mais multipliés par 100. Des mots, j'en avais toute une page et 1 heure pour les assembler comme il faut. Alors, j'ai levé les yeux et je l'ai aperçue. Elle était là, à 2 mètres de moi, assise non plus sur un banc, mais au premier rang de la classe. Et au lieu d'un porte-monnaie et d'une boîte de biscuits, elle a sorti de son sac un classeur, des feuilles, un stylo. Puis elle m'a fixé de ses grands yeux clairs, comme si j'allais lui raconter des choses passionnantes. Je me suis éclairci la voix et j'ai commencé à parler, tout en domptant ma panique. Je sais pourquoi les profs nous demandent des exposés. C'est pour nous faire prendre conscience que leur métier est difficile. Au fond, pour qu'on les écoute, il faudrait qu'ils soient aussi baratineurs que Jamel, Arthur et Carl Zero réunis. Les spectateurs ne peuvent pas les interrompre. La télé est étanche au sarcasme et au chahut. Mais là, coincé entre un bureau de faux bois et un vrai tableau noir usagé, face à cette meute attentive et critique, je me sentais vulnérable et tout nu. Les profs, c'est comme à l'armée. Même s'ils ne portent pas l'uniforme, on sait bien que ce sont des gradés. Mais un élève, c'est le deuxième classe idéal. Et si on le met en première ligne, c'est lui qui se fait descendre. Bon, c'est vrai, je m'en suis sorti vivant et pas trop humilié. Il y a bien eu 2 ou 3 tentatives de diversion au centre, mais la fille du premier rang s'est aussitôt retournée, comme si elle voulait entendre ce que je disais. Ça m'a encouragée. J'ai continué mon exposé pour elle, si bien que je me suis même un peu trop pris au jeu. Beethoven est mort adulé, en pleine gloire, à 57 ans. Son plus grand admirateur faisait partie du cortège funèbre. Lui, il n'avait que 30 ans et à peine plus d'1 an à vivre. Il était totalement inconnu. Il s'appelait Franz Schubert. Il était laid, grassouillet, petit. Aucune femme n'a sans doute jamais levé les yeux sur lui. Pourtant, sa musique témoigne. Là, je devais interpréter les premières mesures du second mouvement de La jeune fille et la mort. La jeune fille, c'était elle. Et moi, j'étais mort de honte, privé de piano qui m'aurait justement permis de traduire ma détresse. Face à moi, la fille écoutait, avec une attention distraite et polie. Sa voisine s'est penchée vers elle à un certain moment pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Elles ont brièvement pouffé, exactement ce qu'il me fallait pour que je perde le fil de mon texte. Au lieu d'1 heure pleine, mon exposé a duré 20 minutes, un marathon que quelques élèves ont tenté d'applaudir. Bricard, pris de court, m'a lancé. À bientôt, Pierre. Et encore merci. J'ai fui en permanence pour aller ruminer ma rancœur. Allons, ce n'était pas le moment de tomber amoureux. Ou alors, il me fallait choisir une autre fille, accessible. Dans ma classe, il y en a 15. Seulement voilà, j'ai l'impression que je suis un peu en amour comme en musique. Je vise toujours plus haut que mes moyens. Par exemple, depuis 3 mois, je m'acharne sur les variations Goldberg de Bach, qui me donnent bien du fil à retordre. Non, les filles, je n'ai pas le droit d'y penser, pas encore. Je laisse ce soin à Lionel, qui y consacre du temps pour 2.
D'ailleurs, mon père m'avait bien prévenu. Il y a 7 ou 8 ans, quand je lui ai déclaré que je voulais continuer le piano, il m'a dit « D'accord, mais tu abordes un parcours long, pénible, douloureux. Tu te condamnes chaque jour à plusieurs heures d'exercice. Plus question pendant des années de distraction, de sport, de télé. Dès maintenant, dis au revoir aux copains. Et plus tard, adieu aux filles. Tu vivras avec ton instrument de torture, en sachant que tu as une chance sur 1000 de faire du piano ton métier. » À 8 ans, j'étais sûre de moi. Des copains, je n'en avais pas. La télé, nous n'en avions plus. Des distractions, je n'en avais jamais eu. Je n'aime pas les jeux de mon âge. Je suis né vieux, c'est comme ça. De temps en temps, ce décalage me gêne. Pas évident d'être un adulte dans sa tête avec une vie de lycéen. Je crois qu'il est plus facile de mener une vie d'adulte quand on est resté un enfant. Lorsque je suis rentrée, ma mère m'attendait couchée dans sa chambre. Mauvais signe. Elle avait les traits tirés, la voix sèche. Quand elle souffre, ça la met de mauvaise humeur. Être handicapée, c'est difficile pour tout le monde. Mais quand on a en plus mauvais caractère, ça complique. Et ma mère, ce n'est pas sa faute, elle cumule. Il faut dire que devenir impotent, ça ne peut pas rendre joyeux. Madame Griffon n'a pas pu venir. Il faut que tu ailles faire les courses. Mais j'ai mon cours chez Amado à 6h30. Je sais, ça te laisse peu de temps. Depuis le début de la semaine, mon père est à Barcelone pour boucler la sonorisation d'une série télé. En son absence, Madame Griffon fait les courses et un peu de ménage. Je ne me rappelle pas l'accident de ma mère. C'est arrivé il y a 12 ans en été. Elle accompagnait mon père en tournée avec son petit orchestre. Elle se trouvait dans une camionnette qui transportait 6 musiciens et leurs instruments. Le véhicule a fait plusieurs tonneaux sur l'autoroute. Ma mère fut la plus touchée, les jambes et la colonne vertébrale. Aujourd'hui, elle vit dans un fauteuil roulant. Elle rumine son immobilité forcée, sa carrière de cantatrice interrompue et les craintes qu'elle nous impose à mon père, les contraintes qu'elle nous impose à mon père et à moi. Ça fait beaucoup à avaler et ma mère n'y arrive pas. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. 5h20. Soit en théorie, une demi-heure pour les courses, 1 heure pour les exercices et 3/4 d'heure pour le trajet jusque chez Amado. Ce serait dur à tasser en 70 minutes. Pourtant, après avoir bâclé les achats, je me suis installée au clavier. Quelques gammes pour respirer, des arpèges pour se défouler, et puis, pour le plaisir, un petit impromptu de Schubert. Certains auteurs, paraît-il, ne peuvent se passer d'écrire. Chaque jour, il faut qu'ils rédigent quelques lignes, sans doute pour ne pas perdre la main. Moi, sans ma musique quotidienne, je perdrais la tête et les oreilles. Et puis, j'ai un jouet luxueux, un superbe piano à queue, un Bösendorfer, une merveille, dénichée il y a 10 ans dans une vente aux enchères, à Draguignan. Cet instrument, c'est notre Rolls. Il ne nous quitte plus. Beaucoup de gens achètent une maison et louent un piano pour le mettre dedans. Nous avons acheté un piano et nous louons l'appartement qui va autour. Une sorte de loft, comme dans les films américains. L'avantage, c'est qu'il est isolé des immeubles voisins. Je suis arrivée en retard chez Amado. Il ne s'en est pas aperçu. Il était en grande discussion avec Jean Jolibois, son agent artistique. Pas question que j'y aille, grommelait Amado en secouant la tête. Je suis trop fatiguée en ce moment. Ce concert a lieu dans 18 mois, insistait Jolibois en découvrant toutes ses dents. Jean Jolibois est un grand type élégant, souriant et très maigre. En fait, un curieux mélange. Il a la gentillesse de Bourvil, la vivacité de Louis de Funès et le sourire de Fernandel. Mais avec ça, il se prend tout à fait au sérieux. Sa force, c'est l'optimisme et la bonne humeur. Son métier. D'ailleurs, Amado dit souvent à Jolibois qu'il le paie avant tout pour résoudre les difficultés. Tuvemotué. Quand Amado est troublé et à court d'arguments, son accent reprend le dessus. Une coquetterie seulement connue des intimes, car Amado en public parle peu.
tard, Jolibois. Pierre attend sa leçon. Ah, Pierre, vous allez bien? Jean Jolibois m'a serré vigoureusement la main, adressé un sourire à s'en décrocher les oreilles et ajouté dans un chuchotement: essayez de le convaincre. S'imagine-t-il que j'ai la moindre influence sur le maître? Une fois Jolibois parti, Amado s'est effondré dans un fauteuil. Il a ordonné miroir. Je me suis exécuté, ou plutôt, j'ai exécuté l'œuvre de Ravel. Bizarre d'ailleurs, ce verbe qui veut dire mettre à mort, alors que quand il s'agit d'une œuvre, l'exécuter, ce serait plutôt la faire renaître. Voilà 3 mois que nous répétons cette suite pour piano. Je dis nous, car Amado la travaille aussi. Il l'a mise au répertoire du concert qu'il donne samedi prochain à Pleyel. Amado Ricorini est un grand pianiste, l'un des meilleurs. Je ne suis pas le seul à le penser. Il a enregistré des dizaines de disques, il est sollicité par les salles de concert du monde entier. L'appartement qu'il habite à Paris n'est d'ailleurs que l'un de ceux qu'il possède. Il en a 2 autres, à New York et à Tokyo, je crois. Amado est très riche, mais il ne le sait pas. Ou plutôt, il s'en fiche. Il y a 2 ans, le jour où j'ai obtenu mon prix d'excellence au conservatoire, mon professeur de piano est venu me féliciter. Il était accompagné d'un vieil homme un peu voûté, avec un sourire plein de malice et de rides. Je ne l'ai pas tout de suite reconnu. Les photos sur les pochettes de ses CD le représentent avec 20 ans de moins. Amado, voici le jeune Pierre Desraux que tu voulais voir. J'ai joué sans savoir que Ricorini était dans la salle. Amado et mon prof étaient amis d'enfance. Face à ce virtuose, je me sentais tout petit. Jeune homme, c'était bien. Vous avez, comment dit-on, des capacités. Mais le jeu de votre main gauche, il est un peu lourd. Écoutez, venez chez moi, je vous montrerai. Il m'a tendu la main et une carte de visite. Cette carte, mon père l'a encore. Pour un peu, il l'aurait encadrée, comme un billet d'entrée pour le paradis. Et le paradis, lui, il l'avait raté. Il avait bifurqué au purgatoire et il n'en avait plus bougé. 1 mois plus tard, j'étais chez le maître Ricorini, face au clavier de son piano, et dans mes petits souliers. Amado voulait que j'entre au Conservatoire de Paris, où il enseigne avec une douzaine d'autres pianistes. Ce conservatoire, c'est l'Olympe, l'Académie. On n'y entre que sur concours. Et ce concours, 1 an plus tard, je l'ai réussi. Je suis devenue l'élève de Ricorini et j'ai assisté à ses 6 heures de cours officiels et hebdomadaires. Ça ne lui a pas suffi. Il voulait que je m'améliore et que je vienne chez lui 1 ou 2 fois par semaine. Les conseils d'un tel virtuose ne sont pas gratuits. Ricorini, lui, il s'en moque. Ses cours, il m'en aurait volontiers fait cadeau. Mais le temps qu'il consacre aux élèves, c'est autant de concerts supprimés. Un jour, devant moi, Jolibois lui a déclaré, très fâché: « Amado, ça ne peut plus durer. Il faut choisir. Les concerts, les tournées, les cours au conservatoire, ce que tu donnes en prime à Pierre, tu ne peux pas tout faire, et encore moins travailler pour rien. » Amado a appelé mon père. « Écoutez, je ne veux pas que ce soit une question de prix. Ce garçon doit devenir soliste. Combien pourriez-vous payer ?» Mon père aurait donné sa chemise. Amado a lâché un chiffre, à ses yeux dérisoire. Peut-être l'équivalent de 30 secondes de concert. Pour mon père, une journée de travail. En réalité, je paie 1 heure de cours à Amado et je viens chez lui 2 fois 2 heures par semaine. Pierre, tu rêves. Ça ne va pas du tout. Depuis 1 minute, ta main gauche se contente d'accompagner. Chez Ravel, la main gauche n'est jamais une basse continue. Les 2 mains jouent, comprends-tu? Même dans ce passage d'oiseau triste, la main gauche égrène un chant funèbre. Écoute, Amado s'est mis au piano. C'est vrai, ses 2 mains jouent, c'est-à-dire qu'elles s'amusent ensemble. Les 2 voix se répondent en disant 2 choses différentes. Ça paraît normal, naturel, évident, surtout quand on l'écoute. Un jour, Amado est venu chez nous. Il a affirmé à mon père que ma musique n'était pas mauvaise en soi. La mauvaise musique existe, mais il y a surtout de mauvaises façons de jouer.
Il aime bien notre piano, Amado. Il s'est installé et il a joué au clair de la lune. Surprise. Ce n'était plus du tout enfantin, mais naïf et drôle, faussement innocent. C'était redevenu du Lully. Hier soir, Amado s'est fâché contre lui-même. Ce qu'il jouait ne le satisfaisait pas. Ah non, ça ne va pas non plus. Je suis mauvais, qu'est-ce qui m'arrive? Et ce fichu concert dans 4 jours. Tu y seras, n'est-ce pas? Oui, samedi prochain. Je serai avec Amado sur scène. Je tournerai les pages quand il jouera Berlioz et Stockhausen. Amado joue presque tout de mémoire, sauf la musique contemporaine. Les 2 pièces de samedi, il les connaît par cœur, bien sûr. Mais avoir la partition sous les yeux, ça le rassure. C'est sa petite roue de secours en cas d'incident de parcours. Et moi, je suis ravie d'être le mécanicien. Ainsi, je suis dans le véhicule et je voyage gratis à la meilleure place.